Bonjour et bienvenue à cette rencontre présentée par la Maison de la littérature dans le cadre des grandes rencontres de l'Institut canadien de Québec. Mon nom est Julie Collin et j'aurai le plaisir d'animer cette rencontre avec Louise Tremblay-Dessiambre. Bonjour. Bonjour. Vous avez fait paraître 53 livres à date. Il y en a un Ça ressemble à ça. 54e. Oui, c'est ça, le 54e s'en vient très bientôt, au début juin. C'est principalement réparti en 11 séries. Mais pas que. Il y a des livres aussi qui sont à l'extérieur de vos séries. On va voir ça un peu plus tard. Dans vos séries notables, il y a Les Sœurs de Blois, entre autres. Il y a Mémoire d'un quartier. Oui. Il y a Les Années du silence, Histoire de femmes. Vos ventes s'élèvent à plus de 2 millions d'exemplaires. Vous êtes l'écrivaine la plus lue en bibliothèque et en librairie. Vous êtes vraiment très populaire. Mais évidemment, on ne pourra pas parler de tous vos livres aujourd'hui, c'est assez évident. Je le comprends. En 1 heure, là, c'est sûr qu'on n'y arrive pas. Donc, on est ensemble pendant 1 heure pour voir vraiment un grand survol de votre carrière. En fin de rencontre, on va discuter de votre plus récent, qui est le tome 1 de Place Désérable. Oui. Donc, on va discuter du tome 1, le tome 2, justement, qui paraîtra, qui sera le prochain en juin. Il est en production actuellement. Là, moi, j'ai complété mon travail sur le tome 2. J'attends le bébé, j'attends l'accouchement. Votre premier livre, c'est en 1984. Oui. C'est Le Tournesol, qui a été depuis réédité sous un autre nom, qui est La fille de Joseph. Qu'est-ce qui vous a amené à publier ce premier livre? Quelque chose que je sais depuis que je suis toute jeune. J'ai commencé à lire à 4 ans. C'est ma mère qui me l'a montré. Et j'ai commencé à écrire peu de temps après. Et j'écrivais des petites histoires. Et maman m'a même dit, et j'ai retrouvé le calepin, qu'avant tout ça, avant même de savoir, j'inventais des histoires dans ma tête et je demandais à maman de les écrire parce que j'avais peur de les oublier. Je devais avoir comme 3 ans et demi. Alors, pour moi, le monde... Ma mère était quelqu'un qui lisait beaucoup, donc il était tout à fait naturel qu'elle me montre à lire. À une époque où on n'avait pas de garderie, il n'y avait pas... Bon, j'étais enfant à la maison, elle était maman à la maison aussi. On avait grand-maman qui vivait avec nous, donc j'ai été enfant unique longtemps et je m'ennuyais. Donc, maman m'a montré à lire. Mais j'aurais pu rester quelqu'un qui lit beaucoup, comme vous, probablement, mais je n'aurais pas débordé de ça. Je crois que la personne qui m'a amenée à vouloir écrire des histoires, c'est mon père. Quand j'étais enfant, il inventait des histoires juste pour moi. Donc, l'histoire, je donne toujours par exemple l'histoire du Père Noël, qui variait d'une année à l'autre. Elle commençait le lendemain de l'Halloween pour se terminer le 24 décembre au soir. Alors, il y avait plein de choses durant ce temps-là. Et c'était une histoire qui n'avait pas d'image pour la soutenir. C'est moi qui fabriquais les images dans ma tête. Au même titre que quand j'ai commencé à lire des comtesses de Ségur, on n'avait pas des beaux livres quand on était enfant. C'était très minimaliste comme illustration et tout ça. Alors, puis papa, chaque soir, quand il arrêtait son histoire, c'était toujours sur un petit point de suspense. Quand on arrivait le lendemain, il disait « Puis Louise, qu'est-ce que tu as imaginé? Qu'est-ce qui va arriver, tu penses? » « Ah, ben moi, je pense qu'il va arriver ça, ça, ça. » Et là, papa fermait les yeux, pédagogue sans le savoir. Et au bout d'1 minute, quand il rouvrait les yeux, il me prenait, il m'embarquait dans le bain, puis il continuait son histoire, mais toujours dans une voix différente de ce que moi, j'avais imaginé. Alors, si un jour j'ai eu le goût de raconter des histoires, là, c'est grâce à M. Gaston Tremblay, qui a été le plus merveilleux des professeurs, le plus merveilleux des compagnons d'enfance, parce que c'était lui mon ami à la maison. J'avais ni frère ni sœur à l'époque. Alors, c'est grâce à cet homme-là. Si la passion de la lecture que j'ai eue grâce à maman, c'est emboîté, a ouvert la porte à l'écriture de façon tellement naturelle que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Et voilà. Mais il y a une différence entre inventer des histoires et entreprendre le processus qui est de rédiger et publier un premier roman. C'est majeur. Oui, c'est des heures. Ça a été d'autant plus des heures que j'avais 6 enfants à l'époque.
J'écrivais quand il était parti à l'école, j'écrivais très tôt le matin, j'écrivais de nuit, j'écrivais... Non, ça a été le déclic. Le vrai déclic s'est fait quand j'ai vu une annonce pour le prix Robert Clich dans le Soleil. J'habitais la région de Québec à l'époque. C'était dans le Soleil. Et j'ai dit, pourquoi pas? J'ai acheté des cahiers Canada, une efface, un crayon. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire La fille de Joseph. J'ai toujours écrit, puis j'écrivais au cégep. Je faisais des travaux longs pour qui voulait l'avoir. J'aimais toutes les formes d'écriture. Alors, moi, je me disais, bon, un roman, 3 mois, 2 mois, 3 mois, ça va être fait avec 6 enfants, puis j'en gardais d'autres. Puis, bien entendu, à la date de remise du manuscrit, j'étais loin d'avoir fini. Il me restait bon. Mais j'avais suffisamment écrit pour comprendre une chose, puis je vous jure que c'est vrai et que ça se produit à chaque roman. Je suis en train de le vivre présentement. J'ai toujours un mal fou à travailler les 35-50 premières pages. On dirait que je nage dans de la mélasse, que je ne vois pas où je m'en vais, on a à s'apprivoiser, les personnages et moi. Puis il vient un moment, un matin où je me réveille. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont tous là autour de moi et c'est eux qui me racontent leur histoire. Alors, lors de ce premier roman-là, j'avais vécu le même phénomène et cette hantise de ne plus avoir de mots et que je connais tous les matins. Et là, je me suis dit, bon, OK, j'ai dépassé la date, je fais quoi? Puis là, j'étais tout à fait consciente que si je ne continuais pas à être à l'écoute de Julie Martin, même si c'est moi qui avais commencé le roman, je ne saurais jamais comment ça allait finir. Alors, j'ai décidé que j'allais jusqu'au bout. Je l'ai fait lire à une belle-sœur à l'époque. Puis, c'est elle qui m'avait dit, ben oui, il y a quelque chose à faire avec ça. Et c'est là que, finalement, je me suis présentée au Salon du livre de Québec. Je pense que c'est l'année où c'est M. Lalonde qui avait gagné. Fait que, aussi bien que le mien ne soit pas là, parce que ce qu'il fait est tellement merveilleux. J'adore son écriture. Alors, je suis arrivée, puis par hasard, j'ai pris le premier livre, c'était marqué Distribution Prologue. J'ai dit, ça doit être une maison d'édition. J'ai pris ça en note, puis je suis partie chez moi. J'ai recopié avec un vieux piochoir, là, sans rien connaître aux règles de l'art, de présenter un manuscrit. Il y avait des fautes de frappe, c'était un peu n'importe quoi. Et j'ai envoyé ça à Distribution Prologue. C'était probablement l'acte de foi le plus grand de ma vie que j'ai fait à ce moment-là. Distribution Prologue, ça dit c'est un distributeur. Sauf qu'un des propriétaires s'appelait Guy Saint-Jean. Et M. Saint-Jean venait de partir une petite maison d'édition. Alors, les employés donnent le manuscrit à M. Saint-Jean. Il regarde ça et dit non, moi, je ne touche pas au roman tout de suite. Je n'ai pas les reins assez solides. Financièrement, un livre de recettes a une longévité dans le temps beaucoup plus grande qu'un roman. Le roman, le jour où le libraire décide qu'il n'en veut plus, vous repasserez la prochaine fois, mais c'est fini pour le roman à ce moment-là. Alors que le livre de recettes, la recette est bonne en l'an 2000, est encore bonne en l'an 2020. Alors, pourquoi M. Saint-Jean n'a pas laissé le manuscrit dans l'auto pour le donner à la secrétaire qui travaillait avec lui à la mini-maison d'édition de l'époque? Je ne sais pas. Mais il l'a rentré chez lui. Il l'a mis sur la table à café du salon. Monique, sa gentille épouse, qui est toujours avec nous d'ailleurs, à 80, bientôt 10 ans, je crois, mais toujours bon pied, bon oeil et qui fait encore des lectures pour la maison d'édition, le voit, s'installe, le lit. Et ce que femme veut, Dieu le veut. C'est comme ça que M. Saint-Jean m'a appelé pour un premier roman. Puis je suis toujours restée avec eux. J'ai l'impression que je fais partie de la famille. Pendant un certain moment, je pensais que je faisais partie des meubles, mais là, je pense que je fais partie intégrante là, de la famille Saint-Jean. C'est un beau projet d'équipe. Parce qu'un livre, on a beau l'écrire seul dans son coin, il n'en reste pas moins que c'est un travail d'équipe. On a besoin des correcteurs. On a besoin de celle qui fait la mise en page. On a besoin de tout ce monde-là. Puis, j'ai toujours dit qu'il faut avoir l'humilité d'accepter les corrections. Mm-hmm. Parce qu'eux ont le regard du lecteur. Moi, j'ai le regard du créateur. Le créateur, il ne veut pas changer grand-chose. C'est comme quand notre enfant vient au monde, il est parfait. S'il a besoin de broche, à un moment donné, c'est le dentiste qui va nous le dire. Parce que nous autres, on ne le voit pas que le sourire est tout proche. Il est beau, puis c'est celui de notre enfant. Mais c'est la même chose pour un livre. Alors, moi, j'accepte les corrections assez facilement. Puis, j'ai pas. Puis la maison d'édition l'a vite compris parce que j'ai droit de veto, surtout.
si ça me plaît pas, on en discute un peu, mais je trouve que c'est un beau travail d'équipe qui dure depuis maintenant 36 ans, 37 ans, 36 Mhm. ans. C'est ça, c'est merveilleux. Je suis chanceuse. J'ai été privilégiée, vraiment, parce que j'ai entendu bien des histoires d'horreur de personnes qui sont Ouais. cherchées des maisons d'édition et qui, finalement, après des années et des années, réussissent à trouver quelqu'un ou le font à compte d'auteur. Finalement, c'est très beau ce qu'ils ont fait. Puis, ils n'ont quand même pas trouvé preneur. Alors, c'est ça. Je suis une chanceuse. Pourquoi l'avoir édité sous un autre nom, ce livre-là? Ah, c'est mon nom, Louise Tremblay. Non, c'est le nom du livre, en fait. Ah, Le vous vous tournesol. m'adressez à Mme Nicole Saint-Jean. C'est elle qui m'a proposé ça au moment de la parution. Moi, j'ai écrit un livre en 84. J'en ai écrit un deuxième qui a fait son petit bonhomme de chemin dans les maisons d'édition parce que là, M. Saint-Jean n'avait pas les moyens. Ça, c'est entre l'eau douce et la mer. Je l'avais envoyé en Europe. Il est revenu. Euh, et bon, moi, je l'ai mis de côté. Les problèmes familiaux, tout ça. Et finalement, quand on m'a rappelé pour ce tome-là que Guy Saint-Jean avait lu, mais comme 8 ans auparavant, euh, on a re-signé un contrat d'édition pour La fille de Joseph, que moi, j'avais appelé le Tournesol. Puis là, c'était à la mode de donner des noms. Il y avait beaucoup de prénoms comme... alors, bon, si vous pensez que c'est important, mais la seule chose que j'avais demandé, c'est qu'au moins au 4e de couverture, on dise bien que c'était la réédition du Tournesol. Je ne voulais pas induire le lecteur en erreur avec ça. Mais c'est pour ça que ça a été changé. Puis, je suis partie avec ça parce qu'il y a beaucoup de mes romans qui portent des noms ou des prénoms, tout simplement. Oui, tout à fait, C'est tout à ça. fait. Il y a quand même 10 ans d'écart, vous l'avez dit, quand même, il y a une période d'écart entre les deux premiers romans, finalement. Est-ce que vous attribuez ça au fait que ça vous a demandé tellement de choses d'écrire un premier roman que ça a pris du temps Non, oh avant de non, vous non, non, poser non, non, pour... non, non, non. OK. Au contraire, j'y mettais beaucoup de temps. Puis, je me sentais coupable parce que j'avais les enfants. Puis ça, je me disais, oh, mon Dieu, je suis en train de faire ça au lieu de préparer un gâteau pour le souper ou je suis encore. Mais je me suis raccommodée avec moi-même. Non, ça a été vraiment une période un peu plus rock'n'roll familialement parlant. Moi, quelques années après le second roman, il y a eu un divorce dans ma vie. Alors, c'est tout ça mis ensemble qu'on essaie de ménager la chèvre et le chou, puis qu'on essaie de faire au meilleur de nos connaissances et de nos tendresses et de nos... Mais quand Mme Nicole Saint-Jean m'a appelé, on était sur le point d'un divorce. Et quand j'ai eu l'appel de Nicole, qui m'a demandé si je recédais mes droits sur le tournesol, parce que là, la maison d'édition était prête à faire du roman. Il n'y en avait pas eu d'autres chez Guy Saint-Jean, entre mon premier et... Et à ce moment-là, je me suis dit, moi, j'avais été très, très, très malade à l'âge de 37 ans. J'ai eu la bactérie, une cousine de la bactérie mangeuse de chair. En fait, j'ai failli mourir. Et je m'étais juré qu'à ce moment-là, je n'attendrais pas après tout le monde pour être heureuse. Je m'en occuperais toute seule. Et quand elle m'a appelé, j'ai dit, moi, l'écriture, là, j'aime ça. Puis c'est important, c'est une passion. C'est pas juste, c'est pas un métier, là. C'est quelque chose. Alors, au lieu de lui répondre que je cédais mes droits, j'ai dit, ben, vous rappelez-vous, j'en ai un autre, puis je l'ai mis au congélateur pour être sûr de ne pas le perdre. Alors, elle dit, bien sûr, elle dit, on ne l'avait pas vu passer, donc on se doutait bien qu'il était là. Et 3 jours plus tard, je signais 2 contrats d'édition avec eux. La réédition, bon, qu'ils ont appelé La fille de Joseph, et Entre l'eau douce et la mer. Et depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté. Dès ce premier roman-là, il y a une grande place pour les personnages féminins dans votre œuvre. Oui. Est-ce que c'est venu naturellement d'aller vers des personnages féminins ou Oui, puis c'était un choix pourtant, conscient? je sais, mais pourtant, comme je dis souvent, je suis one of the boys. Je ne suis pas la fille à gang de filles. Euh, mes amis, là, une main est presque trop, là. C'est pour dire des personnes avec qui j'ai beaucoup d'affinités qui sont. J'ai toujours. Je suis tomboy de nature, je suis toujours habillée en jeans, je suis toujours. Bon, j'ai eu 9 enfants, fait que je dis ma féminité, je l'ai affirmée, puis je l'ai montrée. J'ai été 10 fois enceinte jusqu'aux oreilles. Ça ne peut pas être plus féminin que ça, là. Les gars sont encore capables de nous remplacer à ce niveau-là. Mais je sais pas pourquoi, mais tranquillement, je crois que je cède un peu plus de place aux hommes parce que j'ai eu la chance d'écrire un roman policier avec un ancien Mhm. policier.
Ce roman-là était, le tome 1 était sa vie, ce qu'il avait vécu. Et finalement, je me suis aperçue, à le côtoyer, que les émotions sont exactement les mêmes. La seule chose qui varie, c'est la façon de les exprimer. Alors, à partir de là, je me suis dit, je peux leur faire dire n'importe quoi. J'ai lu aussi Monsieur Laurent, ancien journaliste à Radio-Canada. Il a écrit. Il a interviewé beaucoup d'auteurs aussi. Je vous avoue que je n'ai pas l'idée en ce moment. Et j'ai lu un de ses livres qui s'appelle « Je n'entends plus que ton silence ». C'est un homme qui ramène à la maison son amour, qui a eu un accident, qui est resté végétatif. Et je vois les émotions de cet homme qui sont immenses, qu'il a transférées à son personnage. Et quand j'ai écrit une simple histoire d'amour, pour exprimer les émotions de Thomas, j'ai demandé à M. Laurent, que je ne me rappelle pas son nom, je lui ai demandé la permission de m'inspirer de son personnage Thomas pour créer mon personnage Thomas. Il a dit que c'était un privilège, qu'il était très content. Et ça fait que je me sens plus à l'aise dans l'univers masculin aujourd'hui. Mais il n'en reste pas moins que je suis une femme, puis qu'encore aujourd'hui, on a à se battre pour certaines places dans notre société. Je ne suis pas toujours d'accord avec les débats et les combats féministes. Moi, j'ai toujours considéré que j'étais l'égale de l'homme. On est tout simplement complémentaires. Puis à partir de là, qu'il soit différent de moi, ça me convient tout à fait. Si lui accepte mes différences, ça va très bien aller, il n'aura pas de problème. Les couples qui sont unis longtemps dans la vie, ce sont des gens qui ont compris ça. Chacun a ses défauts et ses qualités, on est complémentaires. Et bon, moi, je n'ai pas de difficulté à vivre entouré d'hommes, entouré de femmes aussi. J'ai de bonnes amies, avec qui je me sens à l'aise. C'est peut-être le fait que j'ai beaucoup de personnages qui fait que j'ai l'impression d'être à l'aise un petit peu avec tout le monde. Peut-être aussi. Peut-être un peu de ça. Et le nombre d'enfants. J'ai eu à composer avec 9 personnalités différentes pour les élever. Puis pour moi, élever un enfant, c'est voir dans le nouveau-né la femme ou l'homme de demain. C'est de le prendre pour ce qu'il est. Et je me souviens très bien d'avoir répondu à un de mes fils qui m'a dit « Maman, elle a le droit de le faire, puis pas moi. » Elle, c'est elle, puis toi, c'est toi. T'aimes autant qu'elle, puis c'est justement parce que je t'aime autant qu'elle que toi, tu restes ici ce soir. Et voilà. Le jour où on est parents, on comprend tout ça à notre tour. C'est comme ça. En 95, vous avez débuté aussi une série, la première série, 6 tomes. Oui. C'est la série Les années du silence. Est-ce que vous saviez dès le départ qu'il y aurait 6 tomes? Moi, il y en avait 2. Moi, il y en avait un. J'ai remis un livre à M. Saint-Jean. C'est avec lui que je travaillais à cette époque-là. Nicole n'était pas encore... elle est arrivée un petit peu après, mais j'ai travaillé ce livre-là avec M. Saint-Jean. C'est lui qui a dit, il y a matière à 2 romans. J'ai dit, OK, il y a 2 romans, il y a 2 romans. Je l'ai divisé en 2, j'ai travaillé les niveaux de langage puis tout ça. Et c'est à la parution du tome 2 qu'une très vieille dame, et quand je dis une très vieille dame, je sais bien qu'il y en a qui rident plus vite que d'autres, mais je suis persuadée qu'elle avait 90 ans avancés, la madame. Vraiment. Puis elle est arrivée, puis elle s'est picossé la main comme ça avec son index. Elle avait l'ongle pointu. Elle dit, vous, là. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de si dramatique? Elle dit, qu'est-ce que vous attendez pour écrire la suite de l'histoire de Jérôme et Cécile? Attendez-vous qu'ils soient morts. Puis regardez. Je suis partie avec ça. Mets ça dans ta pipe, puis pense-y comme il faut. Là, je suis arrivée chez moi. J'ai dit, oui, c'est des livres qui ont interpellé beaucoup de gens. On savait, les livres se vendaient bien, les gens l'aimaient. Moi, j'avais dans l'idée, bon, je voulais travailler de l'itinérance. Je voulais parler de différents sujets comme ça. Fait que j'ai dit, pourquoi est-ce que je ne garderais pas ce noyau familial-là, puis je vais greffer des histoires autour. Et c'est devenu
ma technique de faire des séries. La dernière série, personne ne l'a vu aller parce ils ont l'impression d'avoir vu 3 séries. Et les personnages se sont croisés l'un à l'autre. Et finalement, quand on a bouclé la boucle, on avait eu 11 romans. Il y avait eu Une simple histoire d'amour, il y avait eu Histoire de femme, il y a eu Du côté des Laurentides. Tout se greffe, tout ça. Alors, on risque moins de se perdre en longueur, on risque moins. À chaque roman, il y a de nouveaux personnages. Les autres, on les connaît bien. C'est comme si on arrive sur le point du feu avec nos bonnes pantoufles, puis OK, ça, oui, ils viennent de là, puis on le sait. Puis là, il y en a des nouveaux qui se greffent, puis qui se. Pour moi aussi, j'ai beaucoup moins peur de me répéter, de tomber dans. Il n'y a rien que je trouve plus plate que de lire un livre et d'arriver au tome 3. On l'a déjà compris, là, on a compris ça au premier tome, là, pourquoi revenir avec? Alors, j'essaie de. Et ce que j'ai fait, c'est. En tout cas, les gens ont apprécié beaucoup, ça a super bien fonctionné. J'ai eu beaucoup de courriels, c'est fun, on est content de les retrouver et tout ça. Il y a eu les Héritiers du fleuve aussi, puis Une simple histoire, puis L'amour au temps d'une guerre, où j'ai combiné deux séries en une. Puis je suis en train de faire la même chose avec la Place des Érables. Là, il y a 3 tomes. Je vais écrire le 3e tome qui devrait nous arriver peut-être en présentiel au mois de novembre à Montréal. Souhaitons-le. On prie le ciel. On devrait tout être vacciné. Ça devrait être correct, en tout cas, j'espère. Mais le 2e est écrit, il va sortir au mois de juin, puis le 3e va arriver. Mais après ça, je vais peut-être changer de quartier, mais on va les garder un peu. On va continuer à avoir de leurs nouvelles. Moi, j'aime ça avoir des nouvelles. Moi, je déteste pas lire des séries. Moi, je suis une fan finie de romans policiers, puis d'être avec mes personnages qui reviennent tout le temps. Wallander, puis bon, j'aime ça, je suis bien là-dedans, je suis contente d'y retrouver. Puis le fait qu'il fasse partie d'une série nous permet d'aller beaucoup plus profondément dans leurs propres émotions que si on a juste un livre pour passer à travers et une intrigue et des émotions et des. Moi, je trouve que ça permet d'être plus dense, plus complet comme série. Alors, parce que moi, ça sera toujours les émotions qui seront le pilier, qui seront l'assise de mes romans. Comme je dis, si un jour elle est belle comme le jour, puis c'est une pauvre petite personne là, qui n'a pas confiance en elle, puis là, elle a fait un héritage, puis là, elle devient une femme d'affaires aguerrie, là, dépêchez-vous de le fermer, je suis rendue folle, puis ça ne sera sûrement pas bon. Parce que c'est pas ça, la vraie vie. Il y a autant de sujets de romans qu'il y a d'êtres humains sur la Terre, de toute façon. On n'a pas besoin on s'attache aux humains que vous nous présentez. J'espère, parce que moi, je les aime beaucoup. Vous venez de dire il y a quelques instants que vous êtes une amatrice de livres policiers. Vous en avez écrit 2, si on veut. En fait, vous en avez parlé un petit peu tantôt, L'Infiltrateur puis Boomerang, roman basé sur des faits vécus et tout ça. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas continué dans cette voie-là? Justement, d'être dans cet environnement-là. Là, ça allait bien, j'avais le policier à mes côtés. Parce qu'il y a vraiment une culture à l'interne que le commun des mortels ne connaît pas. Ils ont beau nous présenter des séries à la télévision, oui, c'est cute, c'est fait pour la caméra, mais la vraie vie d'un policier, je ne suis pas sûre que ça ressemble à District 31, même si je suis une fan finie de District 31 et que j'adore ça. C'est autre chose. Il y a ce côté routinier, il y a ce côté aussi qui est là. Et quand j'ai écrit L'Infiltrateur, je l'ai eu direct de la bouche du cheval, comme on dit. Là. Je ne pouvais pas me tromper. C'est ce qu'il avait vécu. Et j'ai eu beaucoup d'échos d'anciens policiers qui ont lu L'Infiltrateur, qui ont dit « Merci, enfin, madame, un livre qui ressemble à ce qu'on vit. » Puis on a eu tellement de plaisir à travailler ensemble, Louis et moi. Ça a été vraiment une belle période de bonheur avec cet homme-là. Alors, on a repris notre personnage, là, il a fait vivre tout à fait de la fiction, mais avec des événements qui se sont réellement passés au Québec. Alors, on a eu... c'est ça. Puis après ça, bon, j'ai rencontré celui qui est mon mari aujourd'hui. Je suis déménagée à Montréal. Et bon, on s'est perdu de vue tout en se revoyant à l'occasion. Mais ça aurait été difficile de travailler. Et travailler avec quelqu'un d'autre, je l'ai essayé.
avec De l'autre côté du mur. Et ça a été tellement difficile Ah comme oui? expérience. C'était une personne qui était très, très renfermée sur elle-même, pas capable de livrer ses émotions. Alors, j'écrivais, il me racontait, j'écrivais. Puis là, quand je lui soumettais le texte, non, non, c'est pas ça, je n'étais pas de même que je me ressentais. Et tu te sentais comment? Je sais pas, je peux pas te le dire. Ça fut pénible, ça fut difficile, parce que je vous dirais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient que je raconte leur histoire. On me le demande souvent. On veut que ce soit vous, Madame Tremblay, parce que vous restez dans les émotions. Puis ce que j'ai vécu, c'est des émotions. Puis, peut-être que j'ai plus l'âge, la patience. Là, je vieillis moi aussi. Moi, le confinement ne m'a pas pesé lourd, c'est ma vie de tous les jours. Je suis bien chez moi, je suis bien dans mes choses. Et depuis quand même quelques années, plusieurs années, j'ai greffé la peinture à Mhm. l'écriture. Et ça, je sais que si je travaille avec quelqu'un pour écrire un livre, j'aurais plus ce temps de liberté. Moi, j'ose dire que je suis à la retraite actuellement avec 2, 3 livres par année. Fait qu'enlevez-moi pas le petit peu qui me reste à moi, là. Retraite à 2, 3 livres par année. Ben, oui. Je fais une lève-tôt. Je fais 1 000, 1 500 mots par jour. Je m'oblige à 1 000 mots quand je me lève dans mon lit. Mon lit, il est ici à la maison et il est aussi à une petite roulotte qu'on a au bord de la mer à Myrtle Beach. Ben là, ça fait 2 ans qu'on n'est pas allé. On n'a pas pu y aller. Mais quand je me lève là-bas ou ici, je fais mon 1 000 mots. Certains matins, 1 000 mots, ça va prendre 2 heures. C'est fait. Moi, ce qui m'angoisse, c'est le premier jet. J'ai toujours peur de ne pas y arriver. Et depuis il y a quelques années, et là, j'espère que je vais pouvoir recommencer quand la pandémie va être terminée, j'ai lu mes propres livres pour Vues et Voix, pour les livres Mm. pour le regroupement Vues et Voix, là, pour les personnes, soit des personnes qui ont un handicap visuel, soit des personnes qui ont des problèmes de dyslexie ou des choses que c'est plus facile pour eux d'écouter que de. Et bon, comme j'avais parlé dans une réunion à un moment donné que je donnais dans une entrevue que je donnais, que je souffrais de dégénérescence maculaire et qu'un jour, peut-être que je ne pourrai plus lire et que ça va, je suis une visuelle. Donc, je vais trouver ça difficile. Mais il y avait une personne de la salle qui était de Vues et Voix, qui en a parlé à Clotilde Sel, qui a son émission, qui m'a appelé, voulez-vous venir à mon émission? Je les vais, ils nous font visiter. J'ai dit, mon Dieu, c'est beau, est-ce qu'il y en a des auteurs qui lisent leur propre livre? Je venais de mettre la main dans le tordeur. Alors là, ils m'ont fait faire un test de voix, ma voix passait bien, et j'ai lu plusieurs de mes livres. Et ça m'a amené à travailler différemment. OK. Aujourd'hui, je travaille à voix haute, ce que je ne faisais pas avant. Et travailler à voix haute me sauve un temps incroyable au niveau de la correction. J'écris un premier jet là, pouf, dans ma tête, là, sur mon clavier, c'est à l'écran. J'ai 1 000 mots, c'est beau, on arrête, c'est bon. Non, si j'en ai un peu plus, je vais l'écrire. Je suis fatiguée, ça ne me tente plus, j'arrête. Je vais faire autre chose. Je vais peindre, entre autres, ou faire mes cartes, je fais du bricolage. Ça a en détente ces 2 activités-là, ce que l'écriture a de douloureux. C'est difficile d'écrire. C'est pas facile. C'est pas vrai que c'est facile. C'est pas parce que j'en ai 3 par année que je trouve ça facile, là. C'est pas vrai. Je trouve ça difficile. Sauf que quand je reviens le lendemain, je relis à voix haute ce que j'ai envoyé en vrac. Et là, les mots se placent, les phrases se coupent, la voix se pose, tout prend. C'est incroyable. Et là, le fait d'avoir relu à voix haute 5, 6, 7 pages, oups, ça s'enfile. Alors, mon angoisse est beaucoup plus au début du roman qu'en cours d'écriture. Là, je suis dans ma période d'angoisse. J'ai 23 pages d'écrit. Ça a été pénible. Ça a pris 2 semaines pour faire ça. C'est affreux. J'ai hâte là, au matin où ça va prendre plus sa place. Là, je suis avec un nouveau personnage, il faut dire. Là. Je suis avec le pharmacien. Il faut que je l'apprivoise lui aussi. Là, tranquillement, les autres vont revenir. Là, ça va être plus facile. Là, je vais me retrouver en terrain connu. Mais le fait de travailler à voix haute fait une différence énorme. Le premier roman que j'ai remis à Isabelle, qui est encore mon éditrice, je suis avec Nicole aussi, la présidente de la maison d'édition, puis je suis avec Isabelle, je travaille un petit peu avec les deux. Mais le premier que j'ai remis à Isabelle, que j'avais travaillé à voix haute, j'ai rien dit.
Puis elle l'a lu, puis coudonc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, j'ai l'impression que j'aurais pas beaucoup d'ouvrages à faire. Elle dit, peut-être des places, là, tu pourrais rajouter ci, rajouter ça. Puis bon, OK, c'est beau. Ben, j'ai dit, j'ai travaillé à voix haute. Et là, la différence. Parce que quand on travaille à voix haute, le mot qu'on a répété 5 fois en dedans de 2 pages, là, il nous saute aux oreilles. Là. C'est clair. Alors, je reviens tout de suite dans telle situation. Je serais mieux de dire jolie plutôt que belle. Puis là, je devrais dire agréable plutôt que. Tu sais, bon, alors, tout se place, les phrases se placent. Moi, j'ai toujours dit que la lecture, il y a une partie musicale dans la lecture. Il y a un rythme à donner à une histoire, il y a un rythme à. Alors, là, de fait, travailler à voix haute, le rythme, ça s'impose de lui-même. Chaque roman a son propre rythme, son propre. Et ça s'impose à moi de façon tout à fait naturelle avec les personnages qui sont là, puis leur environnement et tout ça. Alors, oui. Alors, c'est pour ça que je vous dis que le fait de. Quand je reprends les 1000 mots que j'ai écrits la veille et que je les travaille à voix haute, souvent, je vais arriver, je suis rendue à 1300, 1400, j'en ai enlevé quelques-uns, mais la phrase qui est trop longue, je la coupe. Le premier bout devient le sujet, puis je trouve un autre complément, puis là, le complément, je trouve un sujet. Alors, finalement, il y a un 500-600 mots qui se fait de façon tellement naturelle. Hey, il m'en reste juste 500 à faire. Bon, OK, ma journée est presque finie. Alors, c'est comme ça que j'arrive à les faire. Puis souvent, moi, à 10h, 10h30 le matin, j'ai fini l'écriture. Donc, la journée m'appartient. Donc, si je compare ce que je fais maintenant en écrivant plus de livres que j'en écrivais avant, j'ai l'impression de moins travailler. J'ai l'impression que c'est plus. Bon, il y a peut-être le métier aussi qui rentre, là, à un moment donné, là, après 53 romans. S'il fallait que j'empire, j'irais faire des crêpes à quelque part, puis j'arrêterais d'écrire. Mais moi, j'ai l'impression. C'est pour moi tellement heureux comme moment le matin quand j'arrive. Je me réveille. Oh oui, j'ai écrit ça hier. Oh, bon. Là, j'ai hâte de relire et de retravailler. J'adore retravailler. Comme le sculpteur, comme celui qui fait de la poterie, la motte est là, mais lui, il envoie la sculpture qui va sortir de ce mode de terre-là. Là. Puis il aime ça la travailler. Puis il arrive dans ma. Ah non, là, je me suis trompée. C'est un peu la même chose, l'écriture. Ben, je pense, en tout cas. Moi, je le vois comme ça. Alors là, j'ai très hâte d'être rendu autour de la page 50, là, puis là, je vais tomber en vacances pour Pour que l'été. ça redécolle. Ça va décoller, c'est ça. Puis il y a même des personnages, des fois, qui s'imposent à moi. Quand Ah j'ai oui? écrit L'amour au temps d'une guerre, je savais pertinemment que je mettais les pieds dans une zone où il y aurait une grosse partie de l'imaginaire que je devrais mettre de côté. Parce que je m'en allais dans la Seconde Guerre mondiale. Alors, si je voulais rendre l'époque, il y a eu beaucoup, beaucoup de recherches que j'ai faites pour écrire ces livres-là. Mais une chose que je ne voulais pas toucher, je ne voulais pas aller à Auschwitz. Je ne voulais pas toucher au camp de concentration. Puis je vais vous le dire comme moi, je l'ai vécu. Il y a un matin, je me suis levée. Il y avait un petit monsieur, mon Dieu, je mesure 5 et 3, il est peut-être de ma grandeur ou à peu près. Il était assis dans le fauteuil dans le coin de ma chambre. Puis là, qu'est-ce que vous faites là? Regardez, il dit, Madame, vous ne pouvez pas parler de la guerre sans parler de moi. Je m'appelle Jacob Riff, je suis juif allemand et j'habite à Berlin. Et c'était tellement évident. J'ai dit, OK, amenez-moi. Et je suis allée à Auschwitz à Mauthausen avec lui. Je n'avais pas le choix. On ne parle pas de la Seconde Guerre mondiale sans parler des camps de concentration. Voyons donc. Je ne sais pas où j'avais la tête avant, mais je ne l'avais pas à la bonne. J'avais la tête ailleurs. Il y a une émission qui s'appelle comme ça, là, La tête ailleurs. Ben, là, c'était moi, là. Puis, c'était un homme tellement d'émotion, de tellement de douceur, et en même temps d'une force incroyable que je me sentais protégée par lui quand j'étais dans les camps de concentration. Il m'a évité de trop pleurer. Parce que j'ai suivi son cheminement à lui. Puis lui, il avait juré qu'il en sortirait vivant. Il est ressorti vivant. Alors, c'est ça. Les personnages ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance. Puis, quand des jeunes me demandent, ils me disent, Madame Tremblay, j'aimerais ça écrire. C'est quoi qui est important quand on veut écrire? Je dis, il y a 2 choses. Il faut que tu sois conscient que tu t'adresses à quelqu'un. Tu n'écris pas que pour toi. Moi, ceux qui disent qu'ils n'écrivent que pour eux, je les crois pas. On leur dit pas comme ça.
Ils n'ont rien entendu. On écrit pour être lu. Comme le médecin qui fait une opération à cœur ouvert, il fait l'opération pas juste pour voir le cœur, puis dire je suis bon, puis il veut que la personne survive après. Alors, quand on écrit, on veut être lu. Puis il ne faut jamais oublier qu'on s'adresse au cœur et à l'intelligence des gens. Mhm. Si on respecte ça, là, les gens vont s'en rendre compte. Puis, s'il y en a qui ne veulent pas me lire, à la rigueur, je m'en fous. Ceux qui me lisent savent que je me suis adressée à leur intelligence et à leur cœur. Il y en a qui disent que j'écris pour des gens qui ne savent pas lire. Je m'en fous. Mais non, franchement. Je m'en fous. On ne peut pas plaire à 200 000 personnes par livre parce que c'est pas bon. Là, à un moment donné, il faut croire qu'il y a quelque chose. Il n'y a peut-être pas ce côté intellectuel et très, très poussé au niveau de la culture. Mais quand quelqu'un pèle ses patates, il n'est pas dans le monde de la culture non plus, puis c'est essentiel à notre survie. Alors, je me dis, moi, j'aime le gâteau au chocolat, je l'ai fait manger à mes enfants pour qu'ils aiment ça. J'aime la lecture, je m'arrange pour que les gens lisent. Le plus beau prix littéraire que j'ai reçu, c'est quand j'ai un courriel. Madame, vous m'avez donné le goût de la lecture. Oh, yes! Oh. Ça ne sera pas une personne âgée qui va s'ennuyer, ça. Tant qu'elle va avoir sa tête, là, elle va pouvoir être occupée. Quand même, elle ne marche plus, quand même, elle n'est plus capable de tricoter parce qu'elle a de l'arthrite. Si elle est capable de lire, elle ne s'ennuiera pas. Elle ne s'ennuiera pas. Puis moi, c'est ce que je vise, que les gens soient heureux. C'est ma goutte d'eau dans l'océan des bonnes intentions pour que le monde soit un petit peu plus heureux. C'est pour ça que j'écris. Moi, ça me rend heureux. Puis ça rend les gens heureux aussi. C'est le plus beau des métiers. Que voulez-vous? La plus belle des retraites aussi, hein? Selon ce qu'on a compris, vous êtes à la retraite. Je suis à la retraite. Maintenant, je n'ai plus un métier. Ce n'est plus un métier, ce que je fais. C'est ma passion. À la retraite, on se posait garder quelques passions pour la retraite. Alors, c'est ça. Je fais ça. Je fais de plus en plus de peinture. Je retrouve le coup de pinceau que j'avais quand j'étais plus jeune. J'adore ça. J'avais arrêté pendant des années parce qu'on a eu un dégât d'eau chez nous, puis j'ai tout serré de matériel. Puis pendant plusieurs années, mes livres, c'était pas moi qui faisais les toiles. Puis là, j'ai retrouvé ça. Puis on a retrouvé une montagne de toiles que j'ai fait, que je trouvais pas belles. Puis là, on les a trouvées. Mon mari a dit, je vais me mettre riche, moi, je vais les mettre sur Internet, tes toiles, puis je vais les vendre de toute façon. Bon. Puis il y en a que je dis, voyons donc, ça se peut pas que ça soit moi qui l'ai faite. Oui, elle est belle, elle est correcte. Fait que j'ai dit, ça me donne le goût. Fait que je suis allée me regriller en tube et en pinceau. J'ai recommencé à faire mes toiles de livres, là, bien sûr. C'est moi qui fais les toiles pour mes livres depuis un moment. J'ai recommencé. Puis là, je fais de la peinture juste pour le plaisir de peindre. Juste pour le plaisir de peindre. C'est magique. C'est ça, puis les cartes, c'est les seules activités humaines que je fais en période d'écriture où les personnages me laissent tranquille. J'ai à calculer, j'ai à mesurer, j'ai à coller, je joue avec les couleurs, je le veux là, le nuage, il va non, puis là, c'est pas comme ça. Puis bon, alors, il n'y a pas de place pour les personnages. Et j'avoue que ça me fait beaucoup, beaucoup de bien parce que quand je reviens à l'écriture le lendemain matin, ben, c'est comme si je posais un regard nouveau sur ce que j'ai écrit. Puis je rembarque facilement dans l'histoire, puis je trouve ça merveilleux. C'est ça, je suis à la retraite. Oui. Vous avez dit quelques instants, vous avez dit beaucoup de choses, mais vous avez dit, entre autres, que vous parlez au cœur de vos lecteurs. Il y a une chose que j'ai remarquée avec vous, puis je veux dire, je suis libraire, j'anime une émission littéraire, je suis dans le milieu quand même depuis longtemps, puis il y a quelque chose que vous faites que je n'ai pas vu dans d'autres livres, c'est que souvent, vous vous adressez aux lecteurs en début et ou à la fin de vos romans. D'où vient cette idée-là de vous exprimer comme ça en début ou en fin de roman au lecteur, des fois pendant 10 pages? Oui, ça, c'est de plus en plus long, oui, effectivement. Au début, mon tout premier roman, j'avais ça. Je me suis adressée, à partir du moment où j'écrivais ce livre-là, ce tout premier livre-là, dans le but de l'envoyer à un concours, j'étais certaine qu'il allait être lu. Peut-être pas retenu, mais il allait être lu.
Donc, j'avais besoin de parler à la personne qui me lirait. Puis, j'ai eu tellement de commentaires positifs de gens qui aiment ça. On a l'impression que vous êtes notre ami, que vous êtes bon, merveilleux, parce que moi, mes lecteurs, s'ils ont aimé lire ce que moi j'ai aimé écrire, c'est qu'on a des atomes crochus en quelque part. Donc, des bonnes chances. Il y a un seul personnage qui est vraiment moi, mais les autres, il y a quand même un petit peu de moi dedans, là. Hein, on peut pas. Alors, c'est ça. Moi, j'ai besoin de ça. C'est comme mon lien avec celui qui. Parce qu'à partir du moment où le livre est rendu chez vous, il ne m'appartient plus. Il appartient à tous ceux qui vont le lire. Puis s'il y a 100 000 personnes qui le lisent, il va y avoir 100 000 interprétations de ce que j'ai écrit. Alors, j'ai besoin de m'adresser à chacune de ces personnes-là. C'est vraiment, comme je vous dis, c'est surprenant parce que j'ai jamais vu ça. J'ai déjà vu des fois une note ou deux par-ci par-là, mais dans certains livres, mais vraiment là, d'avoir des textes construits au début et ou à la fin, souvent À c'est la les fin, deux. ça m'est venu à travers les séries. Je me disais, bon, là, ils ont fini. Si je leur donnais un petit avant-goût de ce qui s'en vient, ils vont voir, puis ils vont l'attendre en pensant à quelque chose. Ça ne sera pas dans le néant de, bon, qu'est-ce qui va nous arriver? Fait que je me dis, bon, pourquoi pas? Moi, j'espère m'en aller, mais des fois, si vous lisez la fin d'un livre, puis vous lisez la note de l'auteur au début de ce livre-là, et là, des fois, il y a des variantes. Là, je me rends compte que ce que j'espérais, non, ça ne marchera pas, puis pas parce que je ne le veux pas, c'est parce que les personnages ont décidé qu'ils s'en allaient ailleurs. Donc, je refais ma note de l'auteur, puis c'est là que j'en rajoute, qu'ils comprennent que, ouais, j'aurais bien voulu que ce soit ça, mais là, non, ça ne marche pas, ça fait que ça va être ça, plutôt. On s'en va vers là. Puis, on embarque, on saute à pieds joints avec le lecteur et moi, main dans la main, on saute dans l'histoire, on saute dans le livre, puis on continue. Je l'ai dit en début d'entretien, vous avez écrit plusieurs séries. Vous êtes en train d'en écrire une 11e en ce moment. Mais en 2003, vous avez publié un recueil de nouvelles. Oui. Donc, des textes courts, 10 nouvelles qui aussi, il y a de vos toiles qui sont insérées à l'intérieur. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous êtes allé vers la nouvelle, alors qu'à priori, on se dit que vous avez un long cours, vous avez un long souffle parce que vous écrivez des séries, justement. Là, c'est petit, des nouvelles, on est restreint. Oui, j'adore en lire. Moi, c'est Gilbert Cesbron, philosophe français, qui a écrit Des enfants aux cheveux gris. C'est merveilleux. C'est des nouvelles, c'est super. J'ai adoré ça. J'adore lire des nouvelles. Et j'ai eu une commande à un moment donné. Je me suis dit, oh mon Dieu, comment vais-je faire? C'était pour les Tremblés d'Amérique. Puis j'ai écrit une nouvelle. Puis voulez-vous que je vous dise un secret? Oui. Si on pouvait vivre de ces nouvelles, je n'écrirais que ça. J'adore écrire des nouvelles. C'est un ton un petit peu plus recherché, un petit peu plus... Faut que l'image, quand on dit qu'une image vaut 1000 mots, dans la nouvelle, ça prend toute sa saveur, toute sa valeur. J'adore écrire des nouvelles. Et mine de rien, j'ai eu des commandes. La revue, je pense que c'est Châtelaine, j'ai écrit non. Et là, maintenant, c'était des nouvelles, c'était Les Demoiselles du quartier, c'est juste des dames. Et là, mine de rien, j'en ai 6 qui sont prêtes, les messieurs d'à côté. Alors, à un moment donné, je vais me prendre un bloc, je vais dire, OK, le prochain 6 mois, je n'écris que des nouvelles pour compléter ce recueil-là. Et il va y en avoir un autre. Et j'en ai écrit un aussi pour la maison d'édition, des nouvelles de maman, qui viennent de paraître. Là, oui. C'est ça. Et, la toute dernière, c'est la mienne que j'ai écrite, mais c'est encore avec un petit garçon que je puisse le glisser dans mon recueil quand je vois, mais j'en ai, Jérémy, oui, c'est ça. Oui, je suis rendue à 4-5 là. Puis j'aime ça, j'adore écrire des nouvelles, j'adore. Cet exercice mental de la concision et de traverser une vie en 30-40 pages ou une longue situation, parce que des fois, 3 jours pourraient donner un roman, puis de les ramener à... Mais pour moi, la nouvelle doit avoir un petit côté léger. Je n'aime pas une nouvelle qui est sombre, qui est sombre dans le sens de un peu magique ou ça. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais des émotions lourdes,
sur 30 pages qui vont se terminer dans la lourdeur habituellement, autre que celle qu'on a suivie, parce qu'il faut toujours avoir ce petit punch à la fin là, qui fait qu'il y a une fin surprenante. Mais c'est quelque chose de léger. Moi, j'adore écrire des nouvelles. Puis quand on me demande de faire des lectures publiques, puis que j'ai une bonne demi-heure devant moi, là, je vais chercher une de mes nouvelles. Je vais chercher Grand-Maman Yolande, puis même Madame Antonine Maillet, qui m'a entendu en lire un grand bout, a dit « Madame, vous écrivez bien ». Ça me fait. Hein? C'est devenu de cette dame-là, là, pour moi, j'ai dit « Madame, vous ne m'avez pas fait ma journée ni mon mois, vous venez faire mon année ». J'étais vraiment contente. Mais j'aime ça, écrire des nouvelles. J'aime ça. Puis, c'est ça. Peut-être que ça sera mon projet du grand âge. Là, je vais avoir 70 ans dans pas long, là, quelques années. C'est trop proche. Mais bon, mais peut-être passer 80, 85 ans. Si j'ai encore, peut-être que ça sera juste le plaisir d'écrire des nouvelles. Bon, on va espérer que le tome, dans le fond, le livre sur les messieurs d'à côté va sortir avant Tous les messieurs ça, d'à côté, ça fait un bout de temps qu'on me talonne à la maison d'édition. Puis quand est-ce que tu arrives avec ton recueil de nouvelles? Je dirais que peut-être l'an prochain. Oh. Parce que là, je vais avoir écrit là, Place des Érables en très, très peu de temps. Alors, je livre le tome 3 au mois de juillet. Peut-être que jusqu'à janvier prochain, je vais peut-être m'amuser. Hein, septembre, octobre, novembre, décembre, 5 mois. Par contre, une nouvelle est plus longue à écrire qu'un chapitre de roman. C'est plus long, c'est plus... Mais j'aime ça, j'adore ça. Ça me rapproche peut-être de mon papa qui me racontait mes histoires par petits bouts, un petit 15 minutes chaque soir. Là. Ça me vient peut-être de là. Mais j'aime ça. Oui, il va en avoir d'autres, ça c'est sûr. Sinon, en 2008, vous avez commencé une grande série, 12 tomes, Ouais. Mémoire d'un quartier. Mm-hmm. Je vais reposer la même question un peu que j'ai posée tantôt. Est-ce que vous saviez qu'il y aurait 12 tomes? Non. Ça allait d'un à l'autre. Ça a été une période où, oui, c'est des romans qui sont quand même un peu plus courts. Donc, j'écrivais sans arrêt, mais ça allait bien. Puis, à chaque fois qu'on en sortait un, il est quand le prochain? 48 heures après, il était lu, puis c'est quand le prochain? Ça, bon. Fait que moi, j'ai commencé, j'en ai fait 6. Puis c'est j'étais à Sherbrooke. En tout cas, un petit salon du livre, là, pas Sherbrooke, c'est un petit salon de Victoriaville ou quelque chose du genre, où il y a une dame qui vient me voir. Elle dit, ce serait le fun de les retrouver plus tard quand tu vas être adulte. Je dis, pourquoi pas? Puis, on avait eu des problématiques. Je pense à Antoine, qui a été abusé enfant par son professeur de dessin. Quel homme va-t-il devenir? C'est le fun de voir Antoine 2. Puis je suis contente de voir qu'il reste fragile, mais fonctionnel et encore capable d'aimer. Pour moi, c'était merveilleux. Alors, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si vous saviez, Antoine, le nombre de courriels d'hommes que j'ai reçus, c'est mon histoire que vous avez racontée. J'ai 60 ans, j'en ai jamais parlé. Wow. Et là, c'est le fun. Antoine, c'est devenu mon ami. On ne sait pas. Ça, c'est quelque chose. Quand je dis qu'il faut toujours avoir en tête qu'on parle à l'intelligence et au cœur des gens, c'est que même si on est seul, il y a des milliers de regards qui sont posés sur ce qu'on écrit. On ne peut pas dire n'importe quoi. Alors, quand il me dit, voulez-vous écrire pour la jeunesse? Non. Je prends non? Pourquoi pas? Non. S'il fallait qu'à cause de moi, un jeune pose un geste qui porte à conséquence, là. Non, je jure. Non. Ça pourrait être un livre qui serait extrêmement positif aussi. Ça pourrait être quelque chose ça peut être un livre extrêmement positif, mais bien tellement extrêmement positif que celui qui est déprimé dit « j'en sortirai jamais ». C'est pas moi, ça. Je peux pas. Non, non. J'en ai mené 9 à terme, là. Faites ma part pour la patrie. Laissez ça à d'autres. Il y en a d'autres qui ont plus le... Ouais. Moi, bon, je sais qu'il y a des ados qui me lisent aussi, mais je ne m'adresse pas spécifiquement à eux. Fait que ça, pour moi, non. Non.
On arrive à votre plus récent. Oui, L'entrevue notre entretien tire à sa fin, tranquillement, pas vite. déjà. Le temps file quand c'est intéressant, ça passe vite. Hein? Ben oui, Donc, c'est ça. vous êtes Vous aviez très des bonnes questions, fait que ça intéressante. va bien. Donc, J'ai du fun à répondre. je pose à peine de questions. Donc, votre plus récent, Place des Érables, tome 1, Oui, qui se déroule à la quincaillerie J.A. oui, Picard et Fils. Euh, c'est paru à la fin mars. oui. Le tome 2, qui est chez Madame Rita, va paraître le 2 juin 2021, donc très, très, très bientôt. Mm. Dans le tome 1, on suit principalement, mais pas que, 3 générations d'hommes. Oui. Tantôt, je disais que les femmes prenaient vraiment beaucoup d'espace dans vos séries, de façon générale. Vous avez de très beaux personnages de femmes, des femmes fortes, vraiment inspirantes et tout ça. Là, cette fois-ci, vous êtes allé du côté des hommes. Est-ce qu'il y a une raison Non, particulière? non. J'avais le goût d'embarquer dans le monde de l'enfant. J'avais le goût d'un livre léger au départ. Je voulais pas de grandes catastrophes ou de grands états d'âme un peu négatifs. Je veux dire, on est en pleine pandémie. Je me languis de serrer mes petits-enfants dans mes bras. Je me languis d'avoir la cour pleine de monde puis de faire le party. Puis j'ai dit, je suis à peu près certaine que je ne suis pas la seule au Québec. Fait que je dis, j'ai le goût d'avoir quelque chose qui va être léger, qui va être le fun à lire, qui va être drôle, avec le grand-père, il y a des passages où on rit. Pour moi, c'était important. J'avais le goût de l'écrire comme ça. J'en sentais le besoin. Parce que même si moi, le confinement, je le vis depuis 30 ans, parce que je travaille à la maison, puis je travaille dans mon bureau, puis il ne reste pas moins que j'ai eu à partager mon espace vital avec des colocs. Puis ça, j'ai trouvé ça un petit peu difficile. Alors, je me dis, bon, je vais y aller dans le léger. Puis j'avais le goût je me suis aperçue en cours d'écriture de différentes séries que j'ai une facilité à mettre des mots dans la bouche des handicapés intellectuels, de ces personnes qui ont pas de filtre, les enfants. Mon petit TDAH, là, il était tannant, mais les répliques me venaient avec une facilité. Il n'y a pas de filtre, c'est direct. Alors, je dis, ce livre-là, si je veux qu'il soit facile à écrire, j'y vais avec mon petit Joseph Arthur, qui a 10 ans. Alors, j'ai écrit avec ça. Puis, ce jeu des générations, moi, j'ai eu le plaisir de vivre avec une de mes grand-mamans à la maison. Et oui, grand-maman m'enfilait des petits morceaux de sucre à crème, même si maman avait dit qu'il fallait plus que j'en mange. Alors, j'ai connu ça, ce lien privilégié. Et j'ai une petite fille dont les parents, pour le travail, ont été appelés, puis elle était rendue presque au niveau universitaire. Donc, elle est restée toute seule pendant un moment, elle était en chambre. Puis là, quand elle s'ennuyait, elle venait voir grand-maman, puis bon. Puis là, elle va faire de moi une arrière-grand-maman au mois d'août. Oh! Merveilleux. Wow. Ma belle chouette, je l'aime tellement, ma belle Claudine, elle est super. Alors, j'avais le goût de ce livre léger, puis j'avais le goût de ce temps, de ce temps où les générations se côtoyaient au quotidien et que la pandémie nous a ramenés, même si elle se fait par écran interposé. On se voit beaucoup plus souvent qu'on se voyait à l'époque, dans les dernières années. On ne peut pas se toucher, on ne peut pas s'embrasser, on se voit. On est sur Facebook, on est, toutes sortes de choses comme ça. Alors, j'avais le goût de ça, de ramener ça, parce que j'ose croire que les gens vont garder quelques leçons de cette période un peu désagréable, puis que le paraître, là, c'est pas ça l'important, c'est l'être. Puis que c'est ce que j'ai voulu dire dans ce livre-là, c'est l'être. C'est le petit gars qui est perçu comme la troisième génération de qui ne pas en tout. Non, c'est ça. C'est ça. C'est ça, j'allais Dans dire. le deuxième livre, c'est un petit peu moins léger parce qu'ils sont rendus adolescents. L'adolescence, c'est lourd. On a l'impression que, oh, mon Dieu, ils sont bien malheureux partout. Puis, alors, oui, il y a de ça. Mais il y a aussi encore. Joseph Arthur va rester le pivot des 3 livres. C'est lui qui était le pivot du premier. C'est autour de lui que gravitaient les parents et le grand-père, puis les amis. Dans le deuxième, c'est encore lui, à travers le restaurant, parce qu'on le voit à la fin du livre que le restaurant, finalement, c'est le maestro de la pizza qui va prendre la relève un peu. Donc, lui, il était bien avec la fille du maestro. Donc, bon, ils vont rester et on continue avec eux autres. Puis là, ben, le troisième, Seigneur, je t'ai rendu à la pharmacie, je ne le voyais pas arriver.
Ben, il est arrivé une demi-heure avant l'ouverture de la pharmacie. Son père s'est coupé avec son Exacto, puis il a besoin d'onguents. Fait que, il a trouvé sa place. Fait que je fais confiance à Joseph Arthur, il va trouver sa place un peu partout. Puis, c'est avec lui là, qu'on va continuer, qu'on va cheminer. On approche de l'année 67, donc l'expo. Donc, on va avoir le matériel là, pour écrire le troisième tome. Mais vous dites que c'est léger, mais en même temps, je trouve qu'il y a quand même des sujets qui sont abordés qui sont quand même pas, ben, pas dramatiques, mais c'est pas si léger que ça non plus. Juste le fait que justement la troisième génération ne veut pas nécessairement, n'a Non. pas d'intérêt par La rapport. deuxième génération, c'est une personne autiste à Ouais, une époque où probablement. on ne le disait pas. Mm. On le comprend, c'est facile à voir. Il est Ouais. fonctionnel, mais il faut que ça soit bien encadré, son affaire, parce que sinon, il n'est pas heureux. Donc, il y a de ça. Puis, on voit Léonie qui est en train de prendre son envol, elle aussi, là, qui prend la bosse des affaires, puis elle aime ça, puis elle est heureuse là-dedans. Alors, je ne sais pas qui va s'occuper de la... Là, pour l'instant, je pense que Joseph Arthur n'ose pas le dire encore. Il s'est fait parler dans le nez, mais c'est un petit gars qui est intelligent, puis je pense qu'il va arriver à quelque chose. Grâce à une personne. Il faut le lire pour savoir. Je ne vous le dirai pas. Non, ça c'est sûr. La musique est très présente dans ce livre-là, autant dans les débuts de chapitre qu'à l'intérieur aussi. Hein. Il y a quand même des jukebox puis toutes ces choses-là. Mais c'était typique de l'époque, hein? Oui, c'est ça. C'était typique de l'époque. Les jukebox, tout casse-croûte du coin avait son jukebox. S'il n'y en avait pas un gros, il y en avait des petits sur les tables, puis on mettait de la musique. Puis dans la série Les Mémoires d'un quartier, j'ai ces chansons-là parce que c'est des années que j'ai vécues. Puis celle-là aussi, c'est des années que j'ai vécues. Parce que quand monsieur... voyons, celui qui vient de décéder, là, le chanteur. Moi, puis les noms, là. Michel Louvain? Michel Louvain. Isabelle, la maison, a dit il écrit une belle chanson, Louis. J'ai dit oui, mais moi, la mienne, c'était celle de Pierre Lalonde. Elle dit non, il y en avait, je ne savais pas ça. J'étais trop jeune. Pas moi, tu vas le trouver. Moi, c'était celle-là. Fait que moi, j'aime ça. Ça me rappelle des beaux souvenirs. Ça me rappelle des moments, là. Des moments. Moi, chez nous, la musique, il a fallu que les Beatles fassent un enregistrement symphonique à un moment donné d'une de leurs pièces pour que mon père dise ah, ben, écoute, ouais, ils savent faire de la musique. Ouais, oui, ils savent. Parce que chez nous, c'était l'opéra. À l'opéra qui était là. La Calas et compagnie, là. Puis, mais on a toujours eu de la musique. Ma mère, c'était le radio. Maman se levait le matin, tournait le piton du petit radio vert pomme qui était dans la cuisine. Puis c'était Radio-Canada du début. Alors, il y avait il y avait tout le temps de la musique. Chez nous, il y avait tout le temps des nouvelles. Ça fait partie de... Puis bon, on est quand même la génération de guitare sur le dos, puis Bob Dylan et compagnie, là. Woodstock, c'est nous autres, là. Hein? Alors, bon, la musique a fait partie. Mais demandez-moi pas le nom d'un groupe, demandez-moi pas. Je peux vous dire le titre de chanson, je ne le sais pas. Je peux dire ça, oui, j'aime ça. Ça, oui, j'aime ça. Et là, une fois que j'ai ah oui, OK. Il me donne le nom. Ben oui, je les connais. Bon, c'est correct. Les Beach Boys, ben oui, je les connais. Bon. Les lecteurs ont adoré ça, d'avoir des chansons en début de. Fait que j'ai recommencé, je pense, avec les souvenirs d'Évangéline, qui était un préquel de la série Les Mémoires. Ça, c'est un cadeau que je me suis fait. Puis je me rends compte que j'ai fait un cadeau au lecteur aussi. C'est un cadeau que je me suis fait de dire que moi, c'est un personnage que j'ai toujours beaucoup aimé. Mais dans un caractère de chien, c'est impossible. J'ai dit, on n'est pas impossible comme ça. Non, c'est ça. On savait qu'elle avait perdu 2 petites filles, puis tout ça. Alors bon, je suis retournée dans le temps avec elle. Elle était bien contente aussi de pouvoir s'expliquer. Là, je pense que je ne la reverrai plus. Ah, vous devez être rendu à 2021 et moi. Ça, c'est sûr. Et puis là. Ouais. Malheureusement. Mais la magie de l'écriture. C'est magique, l'écriture. On peut aller... c'est tout. L'écriture, c'est tout. C'est le voyage, c'est la connaissance, c'est la détente, c'est le réconfort. Je ne comprends pas que des gens n'aiment pas lire. Pour moi, ça dépasse l'entendement. Je ne peux pas comprendre qu'on n'aime pas lire.
Des fois, c'est parce qu'on n'a pas trouvé son livre. Moi, c'est ça que je vois souvent en librairie. C'est des gens, des fois, qui n'ont pas encore trouvé ce qu'ils aiment ou ils gardent des souvenirs de lecture obligatoire à l'école. Et quand c'est obligatoire, ça ne nous tente pas. Donc, Ma c'est fille souvent ça qui lisait arrive. énormément de bandes dessinées. Elle en a lu. Elle était dans un collège privé où elle avait 4, 5, 6 romans à lire par année. Puis, il fallait qu'elle la note. Puis moi, j'avais appelé son professeur et j'avais dit, ma fille les lit, les livres. Là. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les notes. Là. J'ai dit, vous êtes en train de tuer le goût de la lecture. Je disais, puis c'est fait. Elle ne lit plus. Elle ne lit plus. Elle écoute la télévision. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est J'ose dommage. espérer que ça va revenir un jour. Moi, la plupart de mes filles lisent. J'ai 2 fils qui lisent beaucoup. J'en ai un autre qui ne veut rien savoir. C'est correct. Il a juste lu Au-delà des mots, qui était à saveur autobiographique. Oui. Oui, c'est ça, on a passé un peu outre ça, parce que tantôt, j'ai dit qu'on ne ferait pas le tour de toute votre carrière. C'est à peu près impossible. Ça raconte l'histoire du divorce dans ma vie. Mais le seul personnage, je peux terminer avec ça, le seul personnage qui est vraiment moi, c'est Jeanne, de la dernière saison. Parce que j'ai failli mourir. Donc, le déni, la colère, la rage, là, à l'état pur, je l'ai connu. C'est pour ça que dans ce livre-là, il y a des passages de son journal. J'avais besoin de m'exprimer à jeu. Je trouvais que le suicide assisté, pour moi, c'est un sujet tellement intime que je ne pouvais pas aller chercher de témoignages autour de moi. Alors, c'est moi. Jeanne, c'est moi. Fait que quand je dis en conférence, je dis, si vous avez aimé Jeanne, on devrait bien s'entendre. Parce que ses défauts sont les miens, ses qualités sont les miennes. On est vraiment là. Mes valeurs, c'est ma philosophie de vie, c'est moi. Si on veut me connaître, avant de me lire, on lit Jeanne. On va me connaître. C'est moi. Avant même de lire ce qui est autobiographique. Parce que ça, je lis quand même enrobé. Par respect pour mes enfants. Par respect pour ce noyau familial qui a déjà existé. C'est enrobé d'un peu de fiction, là. Non, c'est ça, pour protéger les autres personnes. Hein. Oui, comme vous écrivez... Ils ont tous choisi leur prénom. Les enfants qui étaient vivants à l'époque ont tous dit, j'ai dit, bon, toi, tu veux t'appeler comment? Toi, comment? Puis, on en a discuté ensemble. C'était un beau moment, les enfants et moi, là. Donc, c'est ça. Mais Jeanne, c'est vraiment moi, par exemple. Ça, c'est mon caractère. C'est ce que j'essaie de donner. C'est le sens que j'essaie de donner à ma vie. Si je vous posais la question par rapport à la musique, c'est aussi parce que j'étais curieuse de savoir si vous avez écrit ces différents livres-là où il y a de la musique. Là, je pense plus particulièrement à la série qui est en cours. Est-ce que vous écoutez cette musique-là en écrivant? J'ai besoin du grand silence pour travailler. C'est pour ça que je dis que j'ai partagé ma maison avec 2 colocs, là, le temps de la pandémie. Moi, j'ai besoin d'être seule et le silence. Le seul passage où j'avais de la musique, c'est quand Jeanne décède à la fin du livre. Elle entend la calasse et mon père m'avait prêté le disque de la calasse. Puis je l'écoutais, je pleurais. C'est une expression que je ne comprends pas, mais que tout le monde dit, je pleurais ma vie. Je ne pleurais pas ma vie, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un bout de mon âme qui partit avec elle en même temps. Ça, c'est clair. C'est le seul passage de mes livres où j'ai pleuré. Il m'est arrivé de pleurer en les relisant, quand je ramenais des personnages. Je disais, bon, je vais les relire, leur vécu, pour pouvoir le greffer au bon endroit, puis avec les bonnes perspectives, puis tout ça. J'ai pleuré en relisant certaines de mes choses, mais pas en les écrivant. Parce qu'il y a quand même quelque chose, il y a beaucoup d'émotions, mais une fois qu'on se relit, il y a de la technique aussi qui embarque dedans, puis c'est pas pareil que de se laisser aller à l'écriture pure, là, à la lecture pure, là, on n'a pas l'angoisse de ce qui va suivre, là. Tellement le fun, hein? Oui, tout à fait. Est-ce que vous utilisez un plan pour écrire vos livres? Puis maintenant. Au début, je le faisais pour finalement m'apercevoir qu'en cours de route, ça ne tenait plus. C'est ça que je me fie au personnage. Je vais avec ce que les personnages me disent. Puis ça va. Je prends les Sœurs de Blois, par exemple. Moi, Charlotte, j'avais forte, une femme très forte, très. Puis j'avais la moitié de son livre d'écrit, puis j'avais fait mon plan. Puis je me suis dit, non, mais ça ne marche pas.
Charlotte court vers sa mère pour avoir l'affection de sa mère, elle l'a pas. Elle ne peut pas devenir une femme forte de même. Non, 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 ça ne marche pas. Fait que j'ai dit, envoyé Charlotte, amène-moi. Raconte-moi ta vie, raconte-moi ce que tu as vécu, toi. Puis je pense que ça fait de nous des auteurs beaucoup plus à l'écoute. Parce que les personnages, ils ont une personnalité, ils ont une psychologie qui leur est propre. Puis si on veut à tout prix les faire embarquer dans un carcan préétabli, on vient fausser les données. Ça ne marche pas. C'est pas vrai, ça ne peut pas être ça. Moi, des fois, je lis des livres, je dis, non, il ne peut pas faire ça, ton personnage. Ça m'enrage dans ce temps-là. Je dis, voyons donc, tu n'as pas été à l'écoute. On ne joue pas à Dieu le Père. On n'invente rien en écrivant un roman. On fait juste dire à notre façon ce qui s'est vécu des millions de fois. Point à la ligne. Un triangle amoureux, là, il devait en avoir dans le temps de l'homme des cavernes. Il réglait ça à coup de massue, mais il devait en avoir aussi à ce moment-là. Alors, être écrivain, c'est redire de façon différente ce qui s'est dit des millions de fois. C'est juste ça. Pourquoi s'imaginer qu'on invente la roue, là? Ça fait longtemps qu'elle tourne sans nous, la roue. On n'a pas besoin de ça. Tout à fait. Pour réparer peut-être des petits rayons de temps en temps. C'est juste ça qu'on a à faire comme écrivain. Pour leur mettre de la couleur. Bon. Mis à part le tome 3 de la série, justement, Place des Érables, qui vous donne un peu de fil à retordre pour l'instant, mais que ça va se replacer dans quelques pages. Est-ce que vous avez d'autres projets, mis à part aussi, c'est vrai, tantôt on a parlé du recueil de nouvelles qui pourrait arriver? Non, je ne sais jamais, non. J'angoisse des gens assez à faire le livre en cours. Je ne pense pas à ce qui va venir. Souvent, ça va se présenter, je dirais, Jeanne, suicide assisté, ça m'est arrivé un samedi soir en écoutant les nouvelles à Radio-Canada, quand on a appris qu'une mère avait aidé son fils atteint de sclérose en plaques à décéder, puis qu'elle avait appelé la police après. Mon aîné, qui va avoir 50 ans, était dans la jeune trentaine à l'époque. Je me dis, je fais quoi si ma belle Catherine me demande de l'aider à partir? Je l'ai mis au monde, c'est pas pour le voir mourir avant moi. Est-ce que je serais capable de le faire? Ça m'a pris 5 ans avant d'être capable d'écrire ce livre-là. Mais ça m'est venu de ça. C'est que vous ne savez pas encore quelle inspiration va vous venir pendant les prochains mois? Non, aucune idée. Aucune idée. Si on avance dans le temps, je me dis, à un moment donné, il y aurait peut-être tout ce qui brasse au Québec d'accommodement raisonnable. Pourtant, ça pourrait être si simple. Ça va peut-être venir me chercher à un moment donné d'une façon ou d'une autre, puis que je vais dire, là, ça suffit les niaiseries, puis que je vais me mettre à écrire, puis je vais donner mon humble point de vue qui vaudra ce qui vaudra parce qu'il est le mien. Mais ça peut... Je ne sais pas ce qui va venir après. Dans tous les cas, on va surveiller ça. On n'est pas trop inquiet. On a quand même déjà 53 livres, presque 54 au moment où on se parle à se mettre sous la dent littéraire. On a de quoi s'occuper quand même pendant quelques heures, hein, je dirais, comme lecteur. Quelques heures, oui. Bien, ça fut vraiment un plaisir de vous rencontrer, Louise Tremblay-Deschambre. Vous êtes extrêmement généreuse. Je suis certaine que les auditeurs, les gens en fait qui sont présents, qui écoutent en ce moment cette entrevue, l'ont réalisé à quel point vous êtes généreuse, pas juste dans vos romans, pas juste dans vos textes en début ou à la fin des livres, mais vraiment comme personne. Vous avez donné des réponses vraiment très amples. C'était super apprécié. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci à vous.